dans le cas de liquide, on avait déjà parlé en classe qu'on ne peut pas négliger les forces moléculaires. Donc dans ce cas-là, dans un liquide, qui en fait, parce qu'un liquide ne peut pas être liquide s'il n'y a pas de force moléculaire, on s'entend. Donc dans ce cas-là, il faut choisir un autre état. Donc dans ce cas-là, on va voir de quelle façon on peut calculer la fugacité d'une composante dans un mélange liquide. Alors, on commence un peu à l'inverse. Avant, on avait défini un peu comment calculer la fugacité de l'état pur dans le cas des gaz. Et après ça, on peut aller plus loin pour voir de quelle façon on peut calculer la fugacité de lui quand il était en mélange. Mais ici, on va aller à l'inverse. Mais on va voir après pourquoi on va faire ça. Donc, dans cette cas-ci, on va définir au départ la fugacité d'une composante dans un mélange. Et après ça, on va se poser la question, comment on peut calculer la fugacité de cette substance-là en état liquide quand il est tout seul. Ça veut dire quand il est en état pur. Alors, on y va. Donc, ici, qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est calculer la fugacité d'une composante I dans un mélange liquide. Donc, dans cette cas-là, on va définir les coefficients d'activité. Alors, les coefficients d'activité vont nous permettre de pouvoir esquiver beaucoup de choses, beaucoup de traitements mathématiques. Ça va nous permettre, dans le fond, de calculer la fugacité en fonction de la contribution de la fugacité en état pur. Bref, on va passer à la définition, ça va aller un peu plus facile. Donc, gamma I, comme ici on le définit, je ne sais pas si vous pouvez voir mon curseur, en cas où je vais prendre le pointeur. Donc ici, gamma I, que c'est le coefficient d'activité de I dans le mélange, n'est pas que le rapport entre la fugacité partielle, ça veut dire ceux qui veut chercher la fugacité partielle de cette composante au mélange, divisé entre la fraction molaire fois une fugacité qu'on va prendre comme état de référence. Donc c'est une fugacité qu'on peut calculer, que c'est facile à calculer. Donc on va dire que la fugacité en état partiel, ce n'est plus que la contribution, c'est pour ça qu'il y a une fraction molaire, de cette composante-là, fois la contribution de cette fugacité en état pur, ou cette fugacité dans un état qui est un état de référence. Donc c'est sûr que c'est beaucoup plus facile de le calculer comme ça, parce qu'on sait que la fugacité va dépendre, dans cette cas-ci, la fugacité partielle va dépendre de la température, va dépendre de la pression, mais va dépendre aussi de la composition. Donc le fait de décomposer la fugacité de cette façon-là, on échappe la composition et on la met de façon linéaire à l'extérieur de la fonction. Donc, dans cette cas-ci, cette fugacité qui est dans l'état de référence va dépendre seulement de la température et de la pression. Donc, dans cette équation-là, on peut dire que dans le numérateur, on a la fugacité partielle, ça veut dire la fugacité du composant en question dans une mélange. C'est pour ça qu'il y a une barre au-dessus. Et on a aussi dans le dénominateur, on a la fugacité supra-zéro. Ça veut dire c'est la fugacité calculée dans un état de référence où la valeur de cette fugacité est connue ou est facile à calculer. Donc ça fait en sorte que maintenant, le fait que la fugacité va être affectée par la présence d'autres composants, on va essayer de la calculer de cette façon-là qui est beaucoup plus facile. Alors, si on voit que dans cet état de référence idéal, si jamais la fugacité, on peut la calculer de cette façon-là. Donc, dans cette situation, le coefficient d'activité est égal à 1.
Si c'est pas le cas, donc les coefficients d'activité vont avoir une autre valeur. Donc ça veut dire que maintenant, on peut décomposer la fugacité en fonction de cet état de référence fois la fraction molaire fois les coefficients de fugacité. Donc les coefficients d'activité, pardon. Donc dans ce cas-là, notre problème devient un problème de calculer les coefficients d'activité et pas calculer la fugacité, parce que la fugacité dans cet état de référence est connue ou facile à calculer. La fraction molaire, on s'entend que c'est une donnée qu'on va avoir, donc ça va être plutôt calculer cet coefficient d'activité. Alors, voyons cette graphique. On avait déjà vu une graphique semblable pendant le cours, mais je veux comme le réexpliquer davantage. Donc ici, on peut voir différentes choses. Donc ici, on voit la fugacité, ça veut dire c'est un mélange A-B. Donc dans cette mélange A-B, on a ici dans l'axe de I, de Y, ça veut dire dans l'axe de la variable dépendante, on a la fugacité partielle de A et la fugacité partielle de B. Ici dans l'échelle, on voit que c'est la composition de A. Donc si A va grandir de gauche à droite, donc de 0 jusqu'à 1. Et on voit ici, donc, on va maintenant identifier les courbes. Donc on voit que la première courbe, la courbe qu'on voit ici, où passe mon pointeur, c'est la fugacité de A. On s'entend, on voit clairement que c'est logique, c'est là que soit la fugacité de A, parce que ici en bas, on a l'échelle de A. Donc, quand la composition est égale à 0, la fugacité est égale à 0, mais quand la composition de A est égale à 1, la fugacité va être la fugacité en état pur, qu'on l'écrit généralement comme FA. Il faut bien comprendre que cette courbe, c'est juste la fugacité de A, mais c'est la fugacité de A en présence de B. Donc, dans ce cas-là, on se rend compte que le comportement de la fugacité suit la courbe continue. La courbe noire qu'on voit ici dans la direction de mon pointeur. Donc on peut voir que ça c'est la courbe de la fugacité réelle, la fugacité qu'on trouve entre cette mélange-là. Alors on remarque que quand la composition, la fraction molaire de A est égale à 1, ça veut dire ici, donc la fugacité partielle devient la fugacité en état pur. Donc ici, c'est autour de 8. Ça, c'est la fugacité du composant A. Et on voit ici que cette ligne pointillée, qu'on voit ici, si on la réécrit de façon, c'est pas compliqué de le faire, on voit ici que de 0 à 1, donc on a une variation de la fugacité de 0 à FA. Donc ici, c'est l'équation d'une droite. Et cette droite, dans cette droite-là, la pente, c'est FA. Donc ici, on peut voir que si on écrit ça de façon mathématique, on va dire que la fugacité partielle est égale à qui dépend de la fraction molaire, bien sûr, fois la pente, qui est FA. Et ce comportement-là, on l'appelle la loi de Lewis-Randall. Ça veut dire, ici on dit que la fugacité partielle n'est plus que la contribution de les composants A à la fugacité pure. Ok. Ligne pointillée, c'est la loi de Randall. Alors si dans ce cas-là, on se rappelle que les coefficients d'activité, voilà, est égal à la fugacité en état pur divisé entre la fraction molaire et la fugacité dans un état de référence. Donc si on réécrit l'équation de la fugacité, mais on va voir que la fugacité donc partielle est égale à la fraction molaire fois les coefficients de fugacité fois la fugacité en l'état de référence. Un autre petit détail qu'on peut voir dans le graphique, c'est que ici on voit qu'en fonction définit les coefficients de fugacité en fonction de FA
comme état de référence. Ça veut dire on prend cette équation comme l'état idéal. Et y fois fa, donc ici on voit y fois f de référence, donc notre état de référence devient fa. Donc dans ce cas-là, on se rend compte que les coefficients d'activité, ici, ça va être plus grand que 1, parce que les valeurs sont au-dessus de la graphique de Lewis-Randall. C'est ça qu'on appelle une déviation positive de la loi de Lewis-Randall. Si maintenant on fait le même analyse pour FB, donc on a l'autre courbe ici, donc on a que FV, la courbe noire, ici que je signale avec mon pointeur, c'est la fugacité partielle de B. Donc dans le cas de la fugacité partielle de B, dans ce cas-là, ce point-là, parce qu'à la composition 0 de A, on a à la composition A de B. Donc dans ce cas-ci, on peut dire que, bon, que ce point ici, c'est la fugacité de B en état pur, parce que la composition de B varie dans le sens inverse, contraire. Ça veut dire quand la composition ici est 1, pour A, ça va être la composition 0 pour B. Et ici, quand la composition est 0 pour A, ça va être 1 pour B. Bon, je pense que tout le monde est capable de comprendre ça, mais en cas où je veux le dire. Et de la même façon, cette ligne pointillée, c'est la loi de Lewis-Randall pour B. Donc on voit ici qu'on a la loi de Lewis-Randall pour A et la loi de Lewis-Randall pour B. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question dans le cours par rapport à cette courbe-là, donc c'est pour cela que j'ai pris le temps d'aller un peu plus loin et d'expliquer grosso modo qu'est-ce qu'on a. Donc ici on a juste cette partie-là, c'est le comportement de A, et ça c'est le comportement de B. Voilà. Donc, de la même façon, quand la fraction molaire de B est égale à 1, la fugacité partielle de B devient la fugacité de B. Ça, on le voit ici. Et quand la composition de V devient 1, ça veut dire la composition de A est égale à 0, la fugacité partielle devient B. Cas contraire, quand la composition de B devient 0, ça veut dire quand la composition de A est égale à 1, la fugacité de B est égale à 0. Donc, ici, on est dans le même cas, dans le cas de déviation positive de la loi de Lewis-Randall.